Imaginez que vous êtes au cinéma. Je crois que mon amour pour la chanson dans les films est né l'après-midi où j'ai découvert La Grande Illusion au cinéma Le Club. J'ai déjà raconté comment j'étais entré au milieu d'une scène de music-hall et j'avais été frappé par la manière dont Renoir opposait la bouffonnerie du spectacle à la situation de ses prisonniers, de leurs gardiens. Et comment brusquement le film changeait de ton quand Gabin et un officier anglais entonnaient la Marseillaise. Je crois que c'est là que j'ai compris l'importance dramaturgique des chansons. Au-delà d'intermèdes plus ou moins plaisants, elles permettent à un metteur en scène d'évoquer un amour passé. Pourtant je l'ai dit ce soir, hier n'interdit pas demain. Le jour recommence, le printemps s'avance, tout chante, c'est encore tout. De les utiliser comme contrepoint dramatique, décrivant au passage un décor comme ce music-hall de quartier croqué en quelques plans fulgurants. Elle avait une arme secrète, avec des épées foudroyantes, avec son tralala, petit tralala, elle aurait fait trembler des montagnes, car son petit tralala était si tralala, que Pedro le lendemain l'épousa. Aïe, 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 on n'a pas besoin d'être belle. De rentrer dans un univers en cernant au passage un des thèmes du film. Pourtant les hôtesses sont douces, aux auberges bordées de neige. Pourtant patientes les épouses que les enfants ont prises au piège. Pourtant les auberges sont douces, où le vin fait tourner manège. Pourquoi faut-il que les hommes s'ennuient? La chanson a joué un rôle très important dans le cinéma français. Il faut dire que beaucoup d'acteurs venaient du music-hall, à commencer par Suzy Delair, qu'on vient de voir. Fernandel. Ne te plains pas, éclaire, mariée soit trop belle, te plains pas, qu'elle est de beaux sapins. Ne te plains pas, complot peut-être gonzelle, ne te plains pas, quand on te la prendra. Ne te plains pas, ne te plains pas. Mais un jour, un vagabond Bourvil. qui passait auprès de son panier lui a pris tous ses crayons. Alors elle s'est mise à crier: voulez-vous des cartes postales? Je n'ai plus de crayons. Je veux t'aimer, amie. Charles Trenet. Je veux t'aimer toujours, oui toujours. Je sais que c'est une folie, une tendre folie d'amour. Jean Gabin. On se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Paris au loin nous semble une prison, on a le cœur plein de chansons. Puis alors attends, à cette époque-là, alors il n'y avait pas de playback. Moi je l'ai enregistré directement, disons. Je me la suis tapé au moins 6-7 fois. Et il ne faut pas oublier les actrices. Par exemple, Magali Noël. Vous avez l'air d'entrer avec dalle à mon histoire quand
Danielle Darieux, aussi sublime chanteuse que comédienne, toujours juste. Oh, il doit être doux et troublant, l'instant du premier rendez-vous, où le cœur n'a de vivre solitaire, s'envolant frissonnant vers le mystère. Oh, vous, l'inconnu d'un rêve un peu fou, faites qu'il apporte pour nous le bonheur d'aimer la vie entière, l'instant du premier. D'autres s'y sont essayés, comme Maria Schell, avec cette chanson de Georges Auric dont les paroles sont écrites par Raymond Queneau. À quoi bon rêver d'un nid d'oiseaux si l'oiseau s'envole et si le nid tombe, si le pigeon meurt, si meurt la colombe? À quoi bon rêver d'un nid d'oiseaux? Enfin, la chanson, cela peut aussi constituer une histoire dans l'histoire, comme ce chapeau de Zozo, étonnante leçon d'interprétation et de mise en scène de Maurice Chevalier. Et je veux d'abord essayer de plaire aux gens du monde. Alors je chante les premières 8 mesures comme ceci, vous allez voir. Avez-vous vu le nouveau chapeau de Zozo? C'est un chapeau, un papot rigolo. Vous avez vu comme j'ai mis la main comme ça, n'est-ce pas? Ça fait élégant, ça fait chic. Et les gens du monde se disent, oh, mais pardon. Mais dites, non, mais c'est qu'elle elle est de notre monde, cette femme-là. Oh, comme elle est élégante, elle a de l'éducation. Vous vous rendez compte? Vous plaisez aux gens du monde. Ils sont à vous. Alors après ça, vous chantez 8 mesures pour plaire aux Français moyens. Alors un peu plus de naturel, un peu plus de bonhomie, et vous chantez sur le devant, on y a mis une petite plume de pan, et sur le côté, un amour de perroquet. Les Français moyens disent, oh, qu'elle est sympathique, quelle est une bonne fille, elle chantait comme ça. Vous vous rendez compte? Vous les avez aussi. Alors après ça, vous entrez en douce dans le monde des Apaches. Et vous chantez comme ça. Pour être original, il est ça, je vous le jure. Ça n'est pas le bibi de n'importe qui. Alors, les Apaches se disent, oh, pardon. Oh, mais pardon, c'est une vraie de vraie, ce môme-là. Oh, il me semble que je la connais, moi. Il me semble que je la connais, je l'ai connue dans le temps à Ménilmuche. Et alors, après ça, il vous reste simplement à chanter pour le petit groupe de gens, enfin, un peu spéciaux, précieux, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors cela, vous y allez tout à fait doucement, parce que c'est évidemment une toute petite minorité, n'est-ce pas? Alors vous chantez « À le voir si beau, tout Paris répétera bientôt, avez-vous vu le chapeau de Zozo ?» Je voudrais insister sur une caractéristique du cinéma français qui n'a jamais été commentée ou analysée, à savoir le nombre très important de chansons qui ont été écrites, souvent en ce qui concerne les paroles, par des metteurs en scène, et des chansons très célèbres qui révèlent une partie souvent ignorée, méconnue de leur sensibilité. Prenons par exemple « À Paris dans chaque faubourg » qui a été repris par Brassens, par Yves Montand. Eh bien, l'un des auteurs des paroles, René Clair, nous apprend quelque chose qui m'a vraiment étonné sur la part qu'a prise le cinéaste Jean Grémillon à l'élaboration de cette chanson. J'avais comme musicien le cher et regretté Maurice Jaubert. Comme compositeur, je lui ai demandé de faire la musique de 14 juillet, qui devait comporter surtout une chanson, une complainte, pas surtout cela. Je n'avais pas été aussi satisfait que je l'espérais de ce que Maurice Jaubert m'avait soumis. Et Jean, tout à fait par hasard, à ce moment, vient me jouer 4 valses qu'il compose. Et l'une d'elles, j'ai dit, mais non, mais c'est très bon, ça. Alors, j'en ai parlé à Maurice Jaubert, qui très sportivement a accepté. Tenez, écoutons-la. Et ici s'arrête l'apport de Grémillon.
Voilà pourquoi chaque dimanche je remettais ma robe blanche pour me promener dans la forêt avec celui que j'adorais. Elle était jeune et belle, comme de bien entendu. Il eut le béguin pour elle, comme de bien entendu. Elle était demoiselle, comme de bien entendu. Il se débrouilla pour qu'elle ne le soit plus, comme de bien entendu. En cours de tournage, Jean Boyer me dit, écoute, c'est idiot, on a Arletty, on a Michel Simon, on a André, qui sont tous des gens qui chantent, on va faire une chanson. Et on a imaginé de faire ce Comme de bien entendu, qui d'ailleurs a été un très très gros succès. Et il y avait Michel Simon, Arletty était si drôle d'ailleurs, quand Michel faisait Comme de bien entendu. Comme de bien entendu. Et Arletty aussi chantait mais il la trouve mauvaise, comme de bien entendu. Et on s'est beaucoup amusé avec cette chanson. Duvivier consacre dans ses films une immense place à la chanson. Et il a fait naître des tubes comme Sous le ciel de Paris. Comme René Clair, il en a écrit beaucoup. Et ici, cette magnifique complainte de Damia, qu'il filme de manière très audacieuse. Elle chante dans une chambre voisine, comme pour aiguiser les réactions du principal suspect face à Maigret. Duvivier remplace d'ailleurs par cette goualante une scène d'interrogatoire. Sur chaque être de passage, et je ne l'ai pas trouvé. Car maître, je ne puis comprendre comment ma lettre s'égara. Pardonnez-moi sans plus attendre, je vais jouer votre opéra. Il va jouer votre opéra. Je vais jouer votre opéra. Il va jouer mon opéra. Vaincu par vos propres armes, vous connaîtrez à votre tour et le désespoir et les larmes de la jalousie et de l'amour. Cœur pour cœur, dent pour dent, telle est la loi des amants. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Mais voilà qu'il flotte, la lune se trotte, la princesse aussi. Sous le ciel sans lune, je pleure à la brune, mon rêve évanoui. Trois petites notes de musique ont plié boutique au creux du souvenir. En est fini de leur tapage, elles tournent la page et vont s'endormir. Mais un jour sans crier gare, elles vous reviennent en mémoire. Toi, tu voulais oublier un petit air galvaudé. Moi, c'est Lola, celle qui rit à tout propos, celle qui dit l'amour c'est beau, celle qui plaise sans plaisanter, reçoit sans les dédommager, les hommages désommagés, les bravos des braves gars, les hurrahs, les viens avec moi. Celle qui rit de tout cela, qui veut plaire et s'en tenir là, c'est moi, c'est Lola. Nous voyageons de fête en fête, on nous désigne de la main, on nous appelle les forains, en vérité on est poètes. Un jour sérieux, un jour rieur, notre vie joue en alternance, la tragédie de l'existence et la comédie du bonheur, amis à la vie, à la mort, prince sans peur et sans reproche,
chevalier sans un sou en poche. Par contre, notre cœur est d'or. Nous voyageons de ville en ville, du Val-de-Loire au bord du Rhin. On nous appelle les forains, la route est notre domicile. De deux choses l'une, deux jambes ou deux yeux, c'est toujours par deux qu'on cherche fortune. Mais blondes ou brunes, à Paris font mieux. Une égale deux et deux n'en font qu'une. Il était logique que la chanson nous amène à Julien Duvivier, lui qui en a beaucoup écrit et beaucoup filmé. Elle constitue d'ailleurs dans son œuvre des petits îlots de tendresse, de nostalgie, des parenthèses heureuses, toute une part secrète de sa personnalité. Car je dois l'avouer, j'ai mis du temps à apprivoiser son œuvre. Il y avait toute une réputation de noirceur, de dureté, qui freinait l'adhésion. Regardez par exemple ces deux scènes de foule, triomphe de la haine aveugle et de la lâcheté collective. Ce manque d'amabilité, son auteur ne fait rien pour la corriger. Aucun effort pour vous apprivoiser, pour vous charmer, au risque de paraître secret, renfermé, voire revêche. Pourquoi avoir voulu réaliser ce film? Pourquoi veut-on réaliser un film? Mais parce qu'il faut le réaliser, quoi. C'était un homme très froid, très distant et souvent décourageant. Quand on allait en projection le matin, on regardait les roches, tout le monde était là, les acteurs aussi. Et puis, en conclusion, Duvivier se levait et disait « c'est de la merde ». C'était quelqu'un de tourmenté, il avait toujours peur d'avoir raté quelque chose. Et comme il ne fallait pas qu'il ait l'air d'avoir raté quelque chose, alors il était d'un aspect quelquefois prétentieux et sûr de soi et agressif par cet excès de timidité et de manque de sûreté de soi. Georges Forestier, interne provisoire à l'Hôtel-Dieu. C'est un brillant sujet à la timidité, et qui pour un rien perd ses moyens. 3 fois, il a raté le terrible et fameux concours de l'internat. La timidité, cela revient tout le temps. Et, détail révélateur et autobiographique, il va donner ce travers au personnage que joue Daniel Ivernel dans Sous le ciel de Paris. Ici, la pigmentation siège sur la peau, sur les régions découvertes. Sauf que, contrairement à Ivernel, il en triomphait en se montrant cassant. Mais cette carapace, on pouvait la briser. Claude Rich m'a raconté que sur le premier soir de la Chambre ardente, il avait vu Duvivier qui dînait tout seul, et il était allé à sa table avec Brialy pour l'inviter. Et Duvivier avait été stupéfait qu'on aille ainsi vers lui, et il s'était montré durant tout le tournage chaleureux, amical, protecteur. Il ne voulait pas ou n'aimait pas se vendre. Résultat, il n'y a qu'une seule véritable interview de Duvivier, celle faite par François Chalet, où il se montre d'ailleurs très timide. Quand vous regardez votre carrière, qu'en pensez-vous? Pas grand-chose. Vous avez fait ce que vous avez voulu faire? Ben, j'ai toujours fait ce que j'ai voulu faire. J'ai toujours voulu faire ce que je faisais. J'ai fait des films. J'aimais les sujets que je tournais à ce moment-là. Quelques années après, je ne les aimais plus. Mais enfin, c'était passé. Puis comme je vous dis, je n'ai pas de mémoire. J'ai oublié tout ça. Ça n'a donc pas d'importance. Et un jour, en lisant un portrait de John Ford, écrit par l'excellent romancier et scénariste Daniel Fuchs, j'ai trouvé une explication qui m'a paru pénétrante. Bon, un peu de silence, s'il vous plaît. On ne parle plus maintenant, s'il vous plaît. John Ford pouvait être généreux et bon,
mais en général se montrait cassant, désagréable et maltraitait ses collaborateurs. Je crois que son problème principal venait du travail. Il ne parvenait pas à rendre ses films aussi bons qu'il l'aurait voulu ou rêvé. Un jour, à déjeuner, dans le réfectoire du studio, Ford prit sa tête dans ses mains et pleura. Il était sidérant de voir à quel point il prenait son travail au sérieux, à cœur. S'il vous plaît. Duvivier avait une conception très haute de son métier. Un tournage, c'était sacré. Il fallait s'y donner totalement, tout sacrifier, y compris sa santé. Il est mort dans un accident de voiture, sans doute après un malaise cardiaque. Et quand on l'a autopsié, on a découvert que son corps était usé, que son cœur, c'était tout juste une peau, plus même un muscle. Il payait son exigence, son engagement. Jamais laisser aller un plan en se disant on va se rattraper sur le suivant. Non, jamais. C'est celui-là le plus important et c'est comme ça que l'on fabrique un film passionnant ou réussi. Donc il avait un découpage, au moins, sinon sur le papier, dans sa tête de façon extrêmement précise. Mais il avait une telle maîtrise de sa technique qu'il était capable de le modifier dans les 5 minutes. Ainsi, par 2 fois, il profitera des inondations surprises pendant le tournage du passionnant Au Royaume des Cieux et aussi du Retour de Don Camillo pour les intégrer dans le scénario et bouleverser le découpage. Il connaissait la place des appareils électriques mieux que les électriciens, les cadrages mieux que le meilleur opérateur du monde. Quand il allait pour repérer ses extérieurs, il voyait tout de suite l'endroit où poser son appareil. Il étonnait les techniciens. Ajoutant sa connaissance, sa passion pour la musique, qui le poussa à faire citer le compositeur Jacques Ibert sur le premier carton du générique de Golgotha. Dans cet amour pour le cinéma, il n'entrait ni ironie ni distance, mais une passion brute qui l'amena à se battre contre les exploitants qui défiguraient Poil de Carotte. Madame, monsieur Poil de Carotte, il va se tuer. Il en est bien capable. Il est si orgueilleux qu'il se suiciderait, rien que pour se rendre intéressant. Il expérimentait sans cesse, co-réalisant par exemple, en 1923, le premier long-métrage consacré à l'histoire du cinéma. Il se lançait avec passion dans des recherches formelles. Claude Chabrol me citait souvent ces foudroyantes ouvertures qui vous plongeaient sans préparation au cœur de l'émotion. Hein? Vous avez dit de pas boire autant. Jacqueline, veux-tu laisser ce monsieur? Oh, bien, monsieur. Monsieur, un petit bain? C'est du sang. C'est du sang. Certaines de ses recherches sont parfois datées, comme ses cadrages obliques. Plus tard, il s'en moquera dans La Fête à Henriette. Je vais enfin pouvoir respirer. Tu aurais gagné 15 francs par mois sur un ratio de la compagnie pendant que tu peux gagner 10 fois plus ici sans te fouler. C'est mon affaire. D'autres sont splendides, comme cette valse de carnet de bal, filmée au ralenti et écrite à l'envers. Des recherches dramaturgiques. Dans le paquebot Tenacity, Duvivier commence, idée très rare pour l'époque, par un film dans le film, imposant de manière oblique le thème de l'œuvre, ce départ vers un ailleurs plus serein.
la tête d'un homme, il se sert des transparences pour enchaîner les interrogatoires des commerçants. Enfin, vous ne devez pas vendre du 46 tous les jours. Je suis sûre que cette paire a été vendue au livreur du fleuriste. Quel fleuriste? Là, en face, la maison Baudouin. On ne l'a pas vu aujourd'hui. Pourquoi vous cherchez? Dans un registre plus souriant, dans L'Homme du jour, un électricien joué par Maurice Chevalier se retrouve face au vrai Maurice Chevalier qu'il admire et essaye d'imiter. Allez, vas-y, quoi. Prosper, yop, la peau, c'est le chéri de ce dame. Prosper, yop, la peau, c'est l'envers du macadam. Quand il passe avec les poissons, par les poussins du quartier, il la laisse tomber. Et il s'en va carrément faire chauffer un sentiment dans l'arrondissement. Et la fête à Henriette, que Stephen Sondheim, grand admirateur de Duvivier, voulait adapter en opéra bouffe, prend comme sujet, ce qui est très rare à l'époque, l'élaboration d'un film. Et si nous racontions tout simplement une histoire d'amour? Entre deux femmes? Entre deux femmes. Quoi, entre deux hommes? Idiot. Entre qui et qui, alors? Entre un homme et une femme. Ah oui, peut-être. Deux provinciaux. On pourrait situer l'action à Montluçon. On n'a jamais vu Montluçon à l'écran. Non, à Paris. À Paris? Paris? Ah oui, attends, la morgue, les catacombes, le Père-Lachaise, les Folies Bergères, oui, on pourrait s'en tirer. Et avec quel personnage, hein? Voilà. Des personnages quotidiens. C'est ça, des personnages médiocres. Non, modestes. Il accordait une énorme importance au son, aussi bien les bruits que la musique. Regardez cette confrontation avec Hérode dans Golgotha, film méchamment et injustement raillé, qui ne devient sulpicien que dans le dernier tiers. Regardez ce long travelling et ce son qu'on coupe brutalement, comme dans du Godard. Qu'il le fasse donc. Sanhédrin t'accuse. Tu provoques des troubles? Qu'as-tu à leur dire? Tu ne daignes pas leur répondre. Enfin, je ne t'en fais pas un crime. Cet homme prétend au trône de David. Il est déjà le maître en Galilée. La Galilée, c'est mon affaire. Harry Bohr est d'ailleurs une des clés qui permet d'entrer dans l'univers de Duvivier. C'est son acteur autobiographique, et il impose à travers lui une foule de sentiments complexes, secrets, dont la compassion et la tendresse. Vous désirez? Ma question est inutile. Je voulais savoir ce qu'était devenu quelqu'un. Alain Regnault. Il est devenu le père Dominique, n'est-ce pas? Je vous remercie, madame, de l'avoir reconnu à distance et en dépit des années. Papa, je suis là. Oui, je vois que tu es là, je le vois, mon petit. Mais laisse-moi tranquille, je suis occupé. Là. Ces films sont des corps à corps, ce qui rend ces réussites bouleversantes. Il les arrache. Dans Les 5 gentlemen maudits, il empoigne un sujet zozo, croquignolet, dont il est l'auteur. Larsen! Oh, ça, j'ai dit oui, par exemple. Mais qu'est-ce que tu fais là, mon vieux? Ah, Midlock. Eh bien, et toi? Alors, on va au Maroc? Et le fait vaciller en imposant des extérieurs marocains uniques pour l'époque. Ses recherches lui permettent aussi d'aiguiser la noirceur qui imprègne ses sujets, où les fins sombres abondent.
Allez, beau crime, commissaire. Regardez ce plan de fin de film, tellement surprenant. Duvivier est en cela l'héritier de toute une tradition française, de Jules Renard, de Mirbeau, de Zola. L'âpreté, le tragique lui permettent, comme pour ses écrivains, de battre en brèche les conventions, la morale traditionnelle. Dis-moi, mon cher petit, qui aimes-tu mieux? Ton père ou ta mère? Il piétine l'amour maternel à travers le personnage de Madame Lepic, malheureusement fort théâtralement joué dans la version parlante, ce qui arrache à poil de carotte ce cri déchirant. Tout le monde ne peut pas être orphelin. Et l'ombre de Madame Lepic plane sur son œuvre. On en retrouve des déclinaisons dans le terrible trio de Voici le temps des assassins. À qui la faute? À l'âge du certificat d'études, moi je gardais tes amants. Tu me les soufflais, oui. Lucienne Bogart. Et moi, j'ai aimé. Toi, tu sais pas ce que c'est que l'amour. Geneviève Kerjean. Qu'est-ce qui te fait rire? Daniel Delorme. À côté, certains films noirs américains ressemblent à des contes de fées. Peau de vache. Comment tu t'es rendu? J'en ai maté d'autres que toi, va. C'était un rôle très noir, j'ai dit ça à Duvivier, je lui ai dit mais c'est pas pour moi, qu'est-ce que j'ai fait là-dedans? D'abord, pourquoi cette femme est aussi méchante? C'est une femme qui tue pour quoi? Pour le plaisir, ça, sans aucune émotion, sans rien du tout. Et il m'a dit, je sais pas comment t'expliquer, écoute, il y a des noirs, il y a des brunes et il y a des blondes. Et ben là, elle est méchante. Elle est méchante parce qu'elle est méchante. C'est comme ça. Elle est comme ça. Et la mise en scène en transcende le naturalisme, lui donne un côté épique. On l'a souvent taxé de misogynie, ce qui me semble un peu rapide. Certes, Duvivier décrit souvent des monstres, hommes ou femmes, mais il montre aussi leurs victimes. Par exemple, Gabriel Dorzia, si ignoblement traité par Louis Jouvet dans La fin du jour. Vous me reconnaissez? Bien sûr, Lucille Chassin. Non, Chabert. Chabert, mais oui, Jeanne Chabert. Mais non, Marthe. Marthe Chabert, mais comment donc? Vous vous souvenez? Oui. Venise. Tu es mon premier amour. Ah oui? C'était dans quelle pièce? Non, c'est pas dans une pièce. Où Madeleine oserait qu'il pousse au suicide de manière abjecte. Vous ne reviendrez plus? Plus jamais. Alors il faut me promettre d'être raisonnable. Je vous promets de revenir ici dès demain. Et les autres croiront que c'est un accident. Tu ferais ça? Tu aurais ce courage? Oui. Cette preuve que tu es la femme au monde qui m'a le plus aimé, tu me la donnerais jusqu'au bout? Mais pas peur. Alors il faut me la donner devant tous. Il faut que tout le monde sache que la petite fille que tu es était capable d'une grande passion. Oui. Tout est contre lui. Toute l'affaire a été truquée dès le début. Quelqu'un a manœuvré Horton. Et cette noirceur, cette dureté de ton, débouche tout à coup sur des moments de compassion. Il ira retrouver ce quelqu'un. Vous jouez votre place. Nous jouons la tête d'un homme, monsieur le directeur. Oh, de sentimentalité, commissaire. La pitié ne fait pas partie de notre bagage d'habitude, mais que voulez-vous, cette fois, c'est plus fort que moi. Dans la tête d'un homme, une adaptation de Simenon, Duvivier, bouleversant dans son scénario la construction du livre, donne d'emblée les coupables. Ce qui lui permet de se concentrer sur les rapports entre Maigret et le faux coupable qu'il veut innocenter. Cigarette? Pourquoi es-tu entré dans la villa Anderson plutôt que dans une autre? À cause de l'argent. Et comment savais-tu qu'il y avait de l'argent? Je le savais. Ah, t'as trouvé ça tout seul, toi? Ou le criminel qui le défie. Je suis le commissaire spécial Maigret. Tu m'excuseras, je te prenais pour un petit inspecteur. Ce criminel est interprété de manière géniale par Inkijnov,
et les face-à-face avec Harry Bohr sont stupéfiants. Hier soir, vois-tu, je voulais coucher au violon. Je me documente pour une étude. Curieux. T'as justement choisi le jour où quelqu'un t'attendait dehors. On m'attendait? Qui ça? Hurtin. 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 C'est pas le type qui a assassiné une rentière à Versailles? Tout juste. Ah, j'en ai entendu parler par des habitués de l'Éden. Il est intéressant de noter que Duvivier, contrairement au roman, fait évoluer Monsieur Lepic à la fin de Poil de carotte, esquisse un début de rapprochement entre le père et le fils, ce qui déplut à certains admirateurs de Renard. Poil de carotte est mort. Il s'est pendu dans la grande. Maintenant, tu redeviens François. Pour tout le monde? Pour tout le monde. Et puis tu sais, à la maison, n'aie plus peur de rien. Maintenant, nous sommes deux. À ta santé, monsieur Lopi. Oh, À ta santé, mon papa. À vos amours au Canada. La compassion perce tout au long du paquebot Tenacity, ce magnifique film d'entraide et d'amitié, exempt de noirceur, sidère par sa liberté de ton, ces scènes qui ont l'air improvisées. Au Canada. Merci, mon petit gars. Alors, pour la dernière fois, on va faire une dotée virée. Alfred, tu parles. Allez, viens. Son refus de se plier à une intrigue qui paraît maintenant si moderne et qui fut massacrée par la critique avec une violence et un manque de lucidité inouïs. Est-ce que vous avez des échecs qui vous ont touché? Une fois dans ma carrière, j'avais fait un film d'après le paquebot. Je ne sais pas si ça intéresse les gens. Mais allons-y toujours, on verra bien. Un film d'après le paquebot Tenacity de Charles Wildrac. Et c'était une jolie pièce. Et je pensais que c'était un joli film. Bien, ça n'a pas marché du tout. J'étais navré. On sent aussi une grande chaleur dans de nombreuses séquences de La Belle Équipe, où éclate la fierté d'appartenir à la classe ouvrière. Eddie, y a de quoi faire un restaurant? Non, mon pote. Moi, je sais ce qu'on va faire. On va faire une guinguette. Un coin pour les amoureux, les sportifs et les pêcheurs à la ligne. Le paradis de Bibi Pinson et l'Eldorado des chevaliers de la Gaule. Mais l'été, on refusera du monde. Il y aura de la musique, de la gaieté et de l'amour. Et ben, l'hiver, on sera chez nous, peinards comme des rentiers. Bravo. Et on va construire une guinguette, et puis on va la construire nous-mêmes. Le bâtiment, ça nous connaît, hein? Bon. Suivez le guide, vous allez voir. Bien sûr, l'aventure se termine mal. Allez, allez, laisse pas faire, hein? Je suis avec toi. Qu'est-ce que t'attends pour lui flanquer des gifles? Ah, tu vois bien qu'il est jaloux. Oh, toi, doucement, hein, c'est ma femme. On sait que sous la pression du producteur, Duvivier et Spaak durent tourner 2 fins. Il avait été convenu entre le producteur et Duvivier que le film serait soumis dans une salle populaire au verdict populaire, que les gens pourraient voter quelle est la fin qu'ils souhaitaient et chacun s'engageait à respecter la décision. Et ils ont vu, comme nous ce soir, les 2 fins, l'une après l'autre. Les 2 fins. Il y a une majorité écrasante qui était au moins de 80%. Ils ont donné raison au producteur. Et à la fin, rose. Et à la fin, rose. Personnellement, j'ai une légère préférence pour cette fin optimiste. Allez, allez, laisse pas faire, hein? Je suis avec toi. Qu'est-ce que t'attends pour lui flanquer des gifles? Ah, tu vois, il est jaloux. Même si elle n'est pas satisfaisante. Ah, doucement, hein, doucement, c'est ma femme. Quoi? Rappelle-toi, il y a des choses entre nous qui valent mieux qu'une femme. Et qu'est-ce qu'a voulu chasser tout le monde? La fin dramatique est bien pire, avec ce revolver qui surgit brusquement et ce dénouement qu'on impose au forceps. On peut se demander s'il n'y avait pas chez Duvivier et Spaak un tel refus de principe de se soumettre au happy end que cela les égarait. Il aurait peut-être fallu une fin plus ouverte jusque dans l'échec. Mais ce genre de conclusion en suspension existait peu à l'époque.
Et d'ailleurs, le public l'avait violemment refusé dans le paquebot Tenacity. Mais même si l'aventure de la belle équipe se termine mal, on peut aussi y voir une appréhension de ce qui va miner le Front populaire. Elle a suscité des espoirs, des moments de chaleur absolument inoubliables. C'était une belle idée. Où est Charles? Où est votre ami? C'était une belle idée. Dans le drame comme dans la comédie. Émotion qu'on retrouve tout au long de La fin du jour. Son talent exceptionnel. Son talent exceptionnel. Ah. Non. Non, je ne peux pas dire ça. Ça n'est pas vrai, je ne peux pas dire ça. Du talent, Cabrissade, du talent, tu n'en as jamais su. Mais ce n'est pas pour ça que nous te regretterons moins. Tu as aimé le théâtre. Ce théâtre qui ne t'a donné que des boires et un succès. Malgré ça, tu lui es resté fidèle. Fidèle à ton amour de jeunesse, à ton rêve obscur et merveilleux. C'est ça qui nous émeut en cette minute, mon pauvre vieux. Dans l'âpreté de l'œuvre, on tombe sur des oasis de tendresse. Dans Pépé le Mocco, Duvivier filme Fréhel dans un plan très long, avec une seule coupe sur Gabin, plan empreint de compassion qui illumine l'un des ressorts de son œuvre, qui est comme hanté par le thème douloureux de l'exil. Où est-il, mon moulin, la place blanche, mon tabac, mon bistrot du coin? Tous les jours pour nous, c'était dimanche. Où sont-ils les amis, les copains? Où sont-ils tous nos vieux balmusets? Leur java au son de l'accordéon. Où sont-ils tous mes repas sans galette? Beaucoup de ces personnages sont des déracinés, à commencer par Poil de Carotte, son Rosebud, qu'il voulut refaire 2 fois encore, en Amérique et en France, avec Gabin, enfant perdu dans le monde des adultes. Les adolescentes du royaume des cieux, enfermées dans une maison de correction. Pépé le Mocco, exilé dans la Casbah. Tout comme les acteurs de La fin du jour dans leur maison de retraite. Il paye une journée de bienvenue, votre Altesse. Ce sera une bouteille de mou bien glacée. Tous les protagonistes de la Bandera sont des morts en sursis, qui dans l'exil retrouvent une dignité et des raisons de vivre et de mourir. La règle ici, c'est de garder pour soi ses souvenirs de voyage. Oui, on efface l'ardouez et on recommence à zéro. Ouais. T'as été soldat? Oui, déserteur. Ah, t'es désert? Eh les amis, allez, fille ça, et on boit de bons coups, mais ils sont plutôt rares alors. Comme David Golder qui erre sur le fleuve. On ne peut pas parler de Duvivier sans mentionner son attention au métier, au travail. Personne n'a mieux filmé les coulisses d'un théâtre lors d'une tournée minable que cet ancien régisseur d'Antoine et du Théâtre Libre. Vous avez la recette, monsieur Charles? 433 francs et les centimes, ce soir non plus, on fait pour les frais. C'était couru? Pourquoi? Parce qu'Anthony, c'est une pièce emmerdante. Mais j'avais dit au patron, décaler l'itinéraire, et comme ça, on serait pas tombé ici le même soir que le cirque. Pour 14 pelés, dit-on dit, c'était pas la peine de jouer, il y avait qu'à rembourser. C'est Saint-Clair qui a voulu qu'on joue, je suis payé, donc je joue. C'est celui-là qui va nous faire rater le train. Il n'en finit jamais de poignarder la petite. J'ai vu le contrôleur de l'assistance, le cinéma d'en face, il fait 1200 balles, mes enfants. L'heure est foutue. Allez, occupe-toi du rideau, moi j'embarque déjà ceci. Ou un restaurant des Halles. Vous donnez Château Yquem 1945 francs. Ah non, monsieur, ça c'est l'année. Le prix, c'est 2350 francs, je crois. Yeah, it's about $6 and that'll be good. Bring us, Bon, alors un Château Yquem. Avez-vous Coca-Cola dans ma cave? Coca-Cola for me, please. Ah non, madame, ici restaurant, pas pharmacie. Coca-Cola. Tiens, supprime donc le Château Yquem et puis fous leur une Montbazillac à 400 balles, ça leur fera faire des économies. Dans Sous le ciel de Paris, qu'il écrit avec René Lefebvre et un commentaire de Henri Janson, œuvre passionnante avec une profusion de personnages et d'intrigues,
Sa caméra est aussi à l'aise avec les internes d'un hôpital qu'avec des ouvriers en grève qui occupent leur usine. Séquence peu courante à l'époque. Voilà le parrain, en avant! Deuxième groupe, voilà le parrain, en avant! Avec des commerçants de la rue Mouffetard. Vous n'auriez pas quelque chose pour mes bêtes? Ils bouffent de la salade, vos chats. Attention, la pause! Des mannequins autour du Trocadéro. Attention! Elles mettent en lumière le talent avec lequel Duvivier capte des univers, des milieux, des quartiers, tous différents. Avec brusquement ce meurtre dans une rue, plan magnifique. Son entêtement, sa soif de se retrouver sur un plateau l'entraînait parfois dans des choix malheureux. Mais même durant les dernières années qui furent frustrantes, on trouve des films intéressants. Pot-Bouille, qui fut défendu par François Truffaut, ou quelques séquences très réussies dans Le Diable et les 10 commandements. Commandement, père, 15 premières. Vous êtes ma mère. Quoi? Je suis Pierre Messager, votre fils. Delon et Darieux sont tous deux magnifiques. Oh. Oh. Oh, mon chéri, mais pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt, imbécile? J'ai essayé, mais vous m'avez pas laissé placer un mot. Enfin, tu serais arrivé, tu aurais dit tout de suite maman, c'était fini, on n'en parlait plus. Dites, regardez un peu ce qu'il y a là-dessous. Qu'est-ce que vous en dites? De Funès est hilarant en gangster qui cambriole une banque. C'est du combien? C'est du 11. Fabrication yougoslave. Ça vous traverse un éléphant à 20 mètres. En Yougoslavie, je vois pas très bien l'utilité. Non, c'est pour vous dire que ça peut traverser un caissier à Paris. Ce qui arrivera si tu as le malheur de crier. À la fin de ce voyage, dans cette œuvre touffue, complexe, secrète, variée, j'éprouve plus d'admiration, mais surtout plus d'amitié, plus de tendresse pour son auteur, pour un homme dont Spaak disait « Ce Duvivier est un sentimental avec un sens farouche de la pudeur et que rien ne délivre. » Il méritait autre chose que la solitude des dernières années, et que cette mort dans le bois de Boulogne en percutant la voiture du ministre Maurice Schumann avec qui il avait dîné la veille. Moment qui semble sorti d'un de ses films. Mais ne nous apitoyons pas, couper, aurait dit Duvivier. Et pour éclairer son originalité, il est passionnant de revenir à Pepe le Mocco et de le comparer à son remake américain qui le décalque outrageusement. Ils avaient une visionneuse sur le plateau. Il, c'est-à-dire un metteur en scène talentueux, John Cromwell, un chef opérateur génial, James Rongo, et un producteur ambitieux, Walter Wanger. Et pourtant, chaque fois, le résultat est plus timoré, plus moralisateur, plus conventionnel. Sorry, Pepe. We thought you were going to escape. So I have, my friend. Pepe! Pepe! Pepe!
Lucien Duvivier déclarait à Cinémonde en 1959 : Les films que j'ai le mieux réussis ont toujours été ceux qui racontaient des histoires d'amitié virile et de solidarité. On pourra d'ailleurs constater qu'ils sont tous empreints de pessimisme et qu'ils illustrent un certain nombre de thèmes dont je ne puis me détacher, tels que la méchanceté de la foule, la vanité de l'effort, la cruauté du destin et l'impossibilité d'échapper à celui-ci. Peut-être tout cela n'est-il que le reflet de ma peur, car j'ai toujours eu peur dans ma vie. Peur des autres, peur qu'on me croie intrigant, enfin, peur tout le temps. En tout cas, lorsque vous pensez au cinéma, vous ne vous dites jamais « j'en ai assez, il faut que je décroche ». Oh, je dis ça tout le temps, mais je ne décroche jamais.